Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait le point sur l'anxiété avec Amélia Lobé, psychologue. Beaucoup plus de personnes que ce que l'on pense souffrent de ce trouble et je vous avoue que je sais de quoi je parle. Elle nous explique d'où vient l'anxiété, ses nombreuses manifestations connues, ses conséquences sur la santé ainsi que la différence avec le stress. On parle également des antidépresseurs et des anxiolytiques, parfois très utiles dans certains cas, mais qui ne nous aident malheureusement pas à trouver la cause de nos soucis, des compléments alimentaires et autres alternatives naturelles, comment faire quand on rentre dans le cercle vicieux d'avoir peur, et ainsi de suite. Elle nous donne des conseils pour savoir quoi faire en cas de crise de panique ou de crise d'angoisse, ou juste en cas de début de sensation d'anxiété, comment se calmer et se déconnecter, comment mieux se préparer pour parler en public. On parle également de baby blues et d'autres petites astuces pour mieux dormir et pour mieux gérer diverses situations de la vie quotidienne. Bah ouais, c'est pas facile d'être humain, hein. Il y a tellement de formes différentes et de degrés d'anxiété qu'on ne peut malheureusement pas tous les aborder. Ce sont donc des premiers conseils, mais je peux vous dire que ce sujet reviendra dans le podcast car on a encore beaucoup de boulot. Allez, bonne écoute et keep calm. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler anxiété avec Amélia Lobé, qui est psy et dont l'une des spécialités est l'anxiété. Oui, ce doux mot qu'on n'aime pas du tout entendre parce que rien que le mot ça nous stresse. Bonjour Amélia. Bonjour Léna. Merci d'être là. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Alors commençons par la base, qu'est-ce que l'anxiété et comment on peut la reconnaître ? Alors l'anxiété, tout d'abord je voulais préciser à tout le monde que l'anxiété n'est pas un gros mot, ça n'est pas non plus une maladie honteuse dont on devrait avoir honte. Désolée pour la redondance. Donc voilà, l'anxiété c'est un état émotionnel et physique de forte appréhension, de peur diffuse, d'angoisse, de malaise. En fait c'est une émotion qui est apparentée à l'émotion de peur. Et alors c'est quoi la différence entre stress et anxiété ? Alors c'est vrai que dans le langage courant ou dans les médias, stress et anxiété sont souvent employés de manière équivalente. En réalité, ça n'est pas le cas, ce n'est pas la même chose. L'anxiété est vraiment apparentée à l'émotion de peur, alors que le stress, c'est une énergie, c'est une pression qui nous pousse à agir, mais ça n'est pas forcément de la peur. Par exemple, vous devez traverser la route. Vous regardez à droite et à gauche, mais une voiture surgit quand même. Et à ce moment-là, vous avez un pic de stress qui va vous pousser à reculer. Ça se fait en quelques millièmes de seconde. Et voilà, donc heureusement que le stress existe, sinon on se ferait écraser à chaque fois qu'on traverserait la route. Ça serait embêtant. Et c'est vraiment quelque chose qui date d'il y a des millions d'années. Ouais. Du début de nous. Du début de l'être humain, et même avant. C'est ce qui nous a aidés à nous adapter aussi à notre environnement. Ouais. Donc ça peut être bien pratique. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à gérer ce stress et quand ce stress perdure. Exactement. Alors l'anxiété, ça a différentes formes. Quels sont les différents types d'anxiété connus et leurs symptômes ? Alors on peut dire qu'il y a autant d'anxiété qu'il y a de personnes qui sont sujettes à l'anxiété. Mais on peut quand même différencier des grands types. Ouais. Donc déjà, je vais parler des personnes qui seraient naturellement anxieuses. Donc soit elles sont nées comme ça parce que papa, maman étaient anxieux, ou grand-père ou grand-mère. Ah bah merci la généalogie, hein. Désolée. Soit elles le sont devenues à cause d'expériences de vie ou par leur éducation. On ne sait pas exactement différencier la part de l'inné de la part de l'acquis. Toujours est-il que quand un enfant est anxieux, c'est important d'en prendre note et puis de l'aider à mieux gérer son anxiété. Ouais. Ensuite, il y a l'anxiété qui peut être provoquée par un événement. Donc on prend une personne qui est plutôt cool et décontractée habituellement, qui va vivre un événement traumatisant, donc un accident de voiture, n'importe quel type d'accident ou un choc émotionnel. Elle peut avoir une réaction d'anxiété a posteriori. Elle peut aussi, si cette personne très décontractée est amenée à passer un concours, par exemple un concours d'entrée dans les grandes écoles, cela peut provoquer en elle une sensation d'anxiété. Ce sera une réaction totalement naturelle et normale. Ouais. Le problème, c'est quand cette anxiété perdure et quand elle prend des proportions énormes. Ouais. Lorsqu'une personne commence à vivre des épisodes d'anxiété, elle peut vivre ensuite de l'anxiété d'anticipation. Par exemple, elle a peur de faire une nouvelle crise d'angoisse, donc ça va provoquer en elle une autre forme d'anxiété qui s'appelle l'anxiété d'anticipation.
Et ça devient vite un cercle vicieux. Oh oui. Par ailleurs, lorsque le mécanisme de l'anxiété survient, il s'implante dans notre cerveau, malheureusement, et il peut se réactiver à tout moment. Je ne suis pas en train de dire que c'est systématique, mais si le taux de cortisol est trop élevé, si le choc émotionnel a été trop important, si la période d'inquiétude a été trop longue, le mécanisme, il met quand même beaucoup de temps à disparaître. Ouais. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça disparaisse. Ouais. Quelles sont les conséquences de l'anxiété sur notre santé ? Alors, elles sont multiples pour plusieurs raisons. Lorsqu'une personne est sujette à l'anxiété, elle va trouver des moyens pour se libérer de cette anxiété. Et ces moyens-là, ça ne sera pas forcément les bons moyens. Par exemple, elle va peut-être développer des troubles du comportement alimentaire parce que c'est plus facile finalement de mettre la faute, au lieu de chercher la cause de son anxiété et de s'en débarrasser, c'est plus facile de se dire j'ai 3 kilos à perdre, donc je vais tout focaliser là-dessus. Parce qu'elle peut le contrôler en fait. Parce que c'est tout à fait contrôlable. On peut contrôler ce qu'on ingère. Contrôler ce qu'on n'ingère plus. Ce qu'on n'ingère plus ou ce qu'on ingère, exactement. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a autant de troubles du comportement alimentaire chez les jeunes femmes. Parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler, même quand on vit chez ses parents, même quand tout va mal autour de soi, on se dit au moins ça, je le contrôle. C'est ma sécurité quelque part. C'est un peu une sécurité, c'est comme une soupape. Ouais. Malheureusement, c'est une fausse bonne idée. Oui, parce que ça nous fait du mal, mais c'est notre petite carapace, mais qui nous fait du mal. Et puis ça provoque un autre type d'anxiété. Qui est le contrôle. Ouais. Donc après, ça devient un véritable cercle vicieux. Ouais, un engrenage malsain. Un engrenage, et puis ça peut durer des années. Donc voilà, il me semble important d'en prendre conscience un jour, et puis d'essayer de prendre le problème à la base, au lieu de juste agir sur l'alimentation, ou sur le rapport à l'alimentation, c'est d'agir sur ce qui a causé de l'anxiété à la base. C'est justement ça le problème avec les médicaments, j'imagine. C'est que tu vas pas bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas avoir un médecin qui va te donner des anxiolytiques ou des médicaments, mais au final, on trouve pas la cause, on ne cherche pas la cause. Ça, c'est certain. Donc, tous les médecins ne prescrivent pas des anxiolytiques systématiquement, mais un certain nombre le font. Et c'est un peu dommage parce que ça ne fait que cacher le problème. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et en plus, ces médicaments-là, ils ont une durée d'action assez brève. Ça dure quelques heures. Donc, pendant quelques heures, le patient ou la patiente va être un peu assommé, elle va avoir envie de dormir. C'est sûr, elle se sentira moins angoissée. Mais par contre, ça ne va pas du tout régler ses problèmes. Ouais. Et puis quelques heures après, l'anxiété peut revenir ou le lendemain. Donc, ouais, c'est ça, c'est une pause dans le mal-être. Voilà, c'est une béquille chimique, mais dont la durée d'utilisation ne devrait pas excéder une semaine. Parce qu'après, le problème, c'est que c'est très vite addictif. L'organisme s'habitue très vite à la prise de ces médicaments et ça peut provoquer vraiment des catastrophes. Oui, parce que pour en sortir, si on s'est tapé, 6 mois, 1 an, c'est hyper compliqué. Il y a des personnes qui en prennent pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ouais. Donc, c'est comme une drogue. Oui, il doit y avoir des sacrés effets secondaires en plus. Ah, tout à fait, sur la mémoire, sur l'énergie, sur tout. Parce que du coup, il y a les anxiolytiques et il y a les antidépresseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les deux pour faire la différence ? Alors, l'anxiolytique, c'est un médicament qui va agir sur une crise d'angoisse, par exemple. On se sent agité, on prend un anxiolytique, un petit médicament, un petit cachet, je veux dire, et on va se sentir un petit peu assommé, fatigué, ça va détendre les muscles, on va avoir envie de dormir et ça calme les neurones, quoi. Ça calme les neurones, ça les met sur pause pendant quelques heures. Ouais. Mais voilà, donc ça peut aider, je pense vraiment, quand quelqu'un a subi un choc, un deuil, un accident, quel que soit le traumatisme, ça peut vraiment aider pendant quelques jours, mais très rapidement, il faut essayer de s'en passer. À mon sens. Après, je ne détiens pas la vérité universelle, mais c'est ce que je conseille aux personnes qui viennent me consulter. Et ça, c'est les anxiolytiques. Les anxiolytiques, voilà. Ensuite, les antidépresseurs. Donc, ce sont des médicaments qui vont agir principalement sur la sérotonine qui est en circulation dans notre cerveau. Ça va augmenter cette circulation. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui permet d'être plus heureux. Bien-être, c'est une hormone du bonheur, non ? Oui. Oui. Donc ça sécrète plus d'hormones du bonheur, entre guillemets. Exactement. Quand on dit bonheur, c'est relatif. C'est plein de choses. Ça agit sur l'humeur, les pensées positives, sur plein de choses. Et quand on en manque, j'ai l'impression que c'est le mal du siècle, le manque de sérotonine. Quand on en manque, on voit tout en noir, on a tendance à avoir plus d'idées négatives, dévalorisantes, et à être anxieux. Donc l'antidépresseur, il va régler ce problème-là, mais sur du long terme. Il faut envisager de le prendre pendant au moins 6 mois.
Voilà, contrairement aux anxiolytiques. Voilà. Et en plus, il n'agit pas tout de suite. Il faut savoir que quand on commence un antidépresseur, il faut attendre 2 à 3 semaines avant que l'effet soit notable. D'accord, ok. Je savais pas trop la différence. C'est bien de faire un petit rappel. Oui, c'est important parce qu'on peut confondre les deux alors que les deux médicaments n'ont rien à voir. L'antidépresseur peut être prescrit aussi pour des troubles d'anxiété généralisée ou pour une forte anxiété. Ça peut fonctionner aussi. D'accord, oui, je suis sûre qu'il y en a qui ont essayé les deux. Certainement. Ouais. Mais à choisir, il vaut mieux opter pour un antidépresseur. Ouais. L'antidépresseur, ça va permettre de resetter, ça se dit, resetter, c'est du franglais. Ouais, de recommencer. remettre un petit peu le cerveau en état de fonctionnement. Ouais, je comprends. Alors l'anxiolytique, c'est plus, ça va te mettre des nuages dans la tête, quoi. Ouais, mais c'est très temporaire, c'est quelques heures. Ouais. Donc si c'est pour se retrouver dans la merde le lendemain matin, au final... en général, les angoisses reviennent. Hein. Ouais. Tu vois, c'est pour ça, moi, donc avec mes crises d'anxiété qui sont bien connues dans ma famille, parce que j'ai eu donc 2 ans d'anxiété, à peu près, j'ai jamais voulu, et j'ai essayé de résister le plus possible, même quand j'étais insomniaque, etc., pour éviter de prendre ces médicaments, parce que pour moi, ça n'est pas une solution, même si je conçois que ça soit très pratique dans certains cas, mais j'essaye de trouver la cause, c'est surtout ça, en fait. Alors, on va parler un petit peu... c'est plus galère de passer par cette solution-là. Je trouve qu'il faut être très courageux parce que... Il faut être très courageux parce qu'on galère. On peut dire qu'on galère. Une crise d'angoisse, c'est jamais agréable. Se sentir angoissé pendant une semaine, c'est infernal. Mais au moins, on ne se crée pas un problème supplémentaire d'addiction. Exactement. Je me suis dit, si c'est pour après ne plus pouvoir quitter quoi que ce soit... C'est tout bénef. Ouais. Mais là encore, je pense que c'est au cas par cas. Et puis quand il y a vraiment quand un choc a été vécu par une personne, on peut pas non plus prétendre savoir ce qu'il ressent exactement et lui dire non, t'es pas courageux. Tu sois plus fort que ça, oui. Exactement. Non, voilà, faut être. C'est personnel, de toute façon. Voilà, faut s'adapter à chaque cas. Ouais. Mais moi, je suis pas très drogue. Quant aux compléments alimentaires, alors on parle beaucoup de magnésium. Il me semble que la sensation de stress, elle peut se faire ressentir parce qu'on manque de magnésium ou qu'on a d'autres carences. Je dirais même que, alors surtout pour les femmes. Toujours pour les femmes. C'est vrai que je privilégie les femmes, désolée. Les femmes sont en manque chronique de magnésium parce qu'il y a les règles, parce qu'il y a peut-être plus de charge mentale que pour les hommes. Et on sait que le stress et l'anxiété provoquent une fuite en magnésium. On n'a pas de recharge naturelle en magnésium. Donc il faut que ce soit apporté par des aliments ou bien par des compléments alimentaires. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres compléments Donc, je conseille principalement, quand une personne me demande ce qu'elle peut prendre comme complément alimentaire, je lui conseille fortement d'aller chercher du magnésium glycériphosphate, je précise, parce qu'il y a plusieurs types de magnésium, mais celui-ci, il est particulièrement adapté aux femmes. Et bien absorbé, peut-être ? Il est bien absorbé. Il ne provoque pas de troubles intestinaux. Oui, parce que certains certains magnétisium. Oh là là. Je ne connaissais pas cette technique. Ah non, c'est le nouveau mot. Donc oui, parce que certains magnésiums, ils sont mal absorbés. J'ai tendance à beaucoup rigoler. Ah mais rigolons de nos sujets d'anxiété et des conneries que je viens de dire. Il peut beaucoup aider aussi en cas de syndrome prémenstruel. Oui, c'est vrai. Ça aide énormément. Ça peut... Pour les douleurs ? Pour les douleurs, pour la poitrine qui gonfle. Ça, j'ai pas ce problème. J'aimerais bien que ma poitrine, elle gonfle. Comment dire ? Par rapport au syndrome prémenstruel, ça peut énormément réguler l'humeur. Ouais. Qui peut être dépressive et vraiment très difficile à vivre pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour les femmes. Donc c'est ce que je conseille principalement, mais pas que pour les femmes. Je le conseillerais aussi aux hommes, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres compléments alimentaires ? Il y en a d'autres. Alors, je vais vous citer le pavot de Californie, l'aubépine, la valériane, la passiflore. Donc tout ça, c'est plus des tisanes ? La lavande. Ou alors c'est en... Et la camomille. Et la verveine de mamie. Alors sous forme de tisane ou sous forme de gélule. Oui. Il y a des marques fabriquées en France pas trop chères. À la pharmacie, il faut bien regarder parce qu'il y a vraiment tout et n'importe. D'accord. Donc en prendre quelques mois, du coup ? Même sur le moment. Par exemple, vous vous sentez angoissé ce soir, vous faites une bonne tisane. Comme ça, vous dormez pas parce que vous pissez toute la nuit. Alors, mais vous êtes détendu. C'est bien que tu le précises, parce que je conseille de la boire 1 heure avant. Parce qu'évidemment, si on la boit avant d'aller se coucher, 1 heure après, on se relève. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Les plantes que je vous ai citées, elles sont apaisantes, elles sont anxiolytiques et elles sont aussi sédatives. Pour certaines. D'accord. Donc c'est intéressant. Ce qui est pas mal aussi, c'est de les prendre sous forme de compléments alimentaires mélangés.
Comme ça, on a une action conjuguée de plusieurs plantes. On peut trouver ça en parapharmacie. Tout à fait. Ouais. Oui. On en trouve. Enfin, il y a une grande offre. Déjà. Oui, ça se développe de plus en plus. Oui. On est tous pas très bien. Je dirais qu'on subit un peu l'ambiance de notre générale. Monde. Ouais, complètement. Et puis c'est normal, la vie, elle est faite ainsi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour n'importe qui. Donc, oui, c'est rare que quelqu'un soit pisse toute la vie, quoi. Oui, c'est normal d'être parfois angoissé, c'est logique. En parlant des tisanes qui nous donnent envie de faire pipi, moi je sais que généralement, j'ai 2-3 fois avant d'aller dormir, j'ai envie de faire pipi. Mais c'est de l'anxiété, justement. Ah oui ? Ouais, c'est ça. Petite vessie alors, non ? Petite vessie, et j'ai remarqué que quand j'ai du stress et que je suis anxieuse, je me couche et en fait, je me relever 2-3 fois dans la nuit. Alors, je l'explique cela par le fait que lorsque l'on est allongé dans le noir, sans occupation, sans distraction, on a peut-être davantage conscience du fait que la vessie se remplisse. Oui, en plus. Alors que dans la journée, on va pas 15 fois par heure aux toilettes. Oui, puis je pense que du coup, quand tu es anxieux, tu es dans ton lit et tu essayes de te détendre pour dormir, mais en même temps, du coup, tu t'énerves un peu parce que tu n'arrives pas à t'endormir et du coup, tu repères chaque petite bête, petit truc qui t'embête. C'est tout à fait possible. Ouais. Donc à la limite, oui, il vaut mieux se lever et puis se débarrasser de cette envie. Oui, c'est ce que je fais. Mais c'est chiant, tu sais, quand tu veux te coucher tôt parce que tu te dis demain j'ai une grosse journée, puis 2 heures après, j'ai encore envie de faire pipi. Puis au départ, t'as pas envie parce qu'il fait froid dehors. Je comprends. Sinon, nos aïeuls mettaient un pot de chambre sous le lit, mais c'est pas mal ça. Très, je vais mettre une couche. Très glamour. Alors, il y a beaucoup de gens qui gèrent leur stress à leur manière, c'est-à-dire qu'ils sont dans le déni, ils veulent enterrer leur stress par la nourriture, l'alcool, le sport. Moi, je sais que c'était le sport, je m'écoutais pas du tout et je faisais, 6 fois par semaine du sport, même si j'allais pas bien, parce que ça me donnait une petite dose d'énergie, ça m'empêchait de penser à mes problèmes. Donc, c'était une manière d'évacuer. Je sais qu'il y en a que ça va être l'alcool, il y en a c'est carrément un blackout, c'est-à-dire qu'ils vont complètement oublier leurs soucis ou leur traumatisme d'enfance. Le sport, ça peut être une forme d'anesthésie. C'est une très bonne routine quand c'est fait avec raison et avec discernement. Ça peut devenir une drogue. Ça et je pense qu'il y en a beaucoup. Une addiction. Et j'en ai déjà vu parmi mes patientes. Ça partait au départ d'un souhait d'avoir une bonne hygiène de vie. Et d'ailleurs, c'est très important de faire du sport, surtout pour les femmes qui en ont besoin pour la lutte contre certains cancers, pour fortifier les os, etc. Mais lorsqu'on fait plus le sport pour le plaisir, mais pour s'oublier soi-même, c'est problématique. C'est problématique parce que ça a des conséquences. Sinon, chacun fait ce qu'il lui plaît. Mais complètement. Le problème, c'est les conséquences que ça peut avoir. Moi, je sais que je me suis blessée partout. J'ai 32 ans et j'ai des soucis partout. Il y a un risque de blessure. Exactement. Il y a un risque d'aménorrhée. Donc, l'aménorrhée, c'est la disparition des règles, des menstruations. J'y suis passée. Alors après, c'est transitoire, ça revient. Mais par la suite, il peut y avoir aussi je suis désolée de dire ça, mais des troubles de la fertilité. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement embêtant. C'est vrai, et en plus, le sport, c'est un piège parce que quand t'as pas fait sport depuis 5 ans, ou même quelques années, quelques décennies, tu te remets au sport, tu te dis, non, je me sens bien, je me sens powerful, je vais refaire le monde, quoi. C'est un peu ce sentiment, et ça devient du coup une addiction. Des bouffées d'endorphines, donc ça, c'est génial. Mais on peut aussi devenir accro aux endorphines. Complètement. Et puis à l'effet que ça procure surtout. Ouais. Et c'est pareil avec l'alcool, avec la drogue. Oui, n'en parlons pas. Enfin si, parlons-en justement. Mais l'alcool, c'est. Alors je dis pas que l'anxiété c'est la seule cause de l'alcoolisme. Je ne suis pas en train de dire ça, mais ça peut être une cause. Personnes qui n'arrivent pas à gérer leur contrariété et qui préfèrent s'oublier en buvant ou en faisant une crise de boulimie. Et ce que je disais, c'est incroyable parce que toi, en tant que psy, tu dois forcément voir des cas particuliers. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir tel type de comportement face au stress. Et donc, on a tous des activités, on a tous des attitudes spécifiques par rapport à nous et à notre histoire sur comment on gère le stress, tu vois. Tout à fait. Mais bon, moi, je vois quand même du monde passer depuis 10 ans que je pratique ce métier. Et on retrouve des grandes catégories. Ouais, donc ça va être l'alcool, le sport. Après, j'aborde chaque personne comme un être unique. Je ne veux pas faire de généralité. Et j'attends toujours de connaître l'histoire de la personne avant de donner des conseils tout faits. Mais il est certain qu'on retrouve quand même des grands types. Ouais. C'est normal. Mon anxiété à moi, elle se manifeste par un poids et une grosse pression très désagréable dans le plexus solaire. Mon cœur qui bat la chamade quand je monte les escaliers. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce genre de choses. Des mains qui me brûlent, c'est comme une pluie acide dans mes mains qui m'empêche de travailler. Des douleurs articulaires, bon, ça en fait un paquet. Et c'est impressionnant de voir à quel point chaque personne, en fonction, j'imagine, de sa génétique et de son histoire, elle a des symptômes et des effets secondaires du stress et comment ça se manifeste, quoi, différemment. Oui, alors comme je te disais précédemment, chaque personne a ses symptômes spécifiques, mais moi en tant que psychologue, je
je peux ensuite... Enfin, je retrouve souvent, j'entends souvent la même chose quand Oui. même, il faut être honnête. Hein. Ouais. Mais il faut savoir aussi que les symptômes peuvent se déplacer. Par exemple, vous avez les mains qui tremblent à cause de l'anxiété. On va dire que 6 mois après, ça va se manifester autrement. Oui, Vous des aurez, nouveautés. mal au dos. Ouais. 3 mois après, vous aurez de l'acné. Et- Après, je pense qu'il faut avoir quand même une sensibilité à certaines choses. Par exemple, l'acné... Tout le monde n'en a pas, oui. Tout le monde n'en a pas et on aura tendance à en avoir si déjà à la base on a la peau grasse, si on... Voilà. Tu penses qu'il y a une partie génétique ? Pour ce qui est des problèmes de peau, oui, ça a été démontré. Je pense que c'est aussi des obsessions qui se créent au fur et à mesure. Parce que par exemple, moi, pourquoi j'ai les mains qui me brûlent alors que d'autres, ça va être, je sais pas, le cœur qui bat, quoi. Il faut savoir aussi que l'anxiété, c'est une forte dose de cortisol qui est envoyée dans l'organisme. C'est comme un shoot. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Il y a aussi de l'adrénaline. Et que ces substances, en fait, peuvent avoir des effets divers et variés, je pense, selon l'heure qu'il est, selon la situation, selon la sensibilité de la personne. Ouais, c'est ça, selon nos faiblesses Oui, aussi. puis peut-être selon la saison. Enfin, ça dépend, en fait. Ouais. Totalement. Voilà, il y a des gens qui vont transpirer énormément, d'autres vont perdre leurs cheveux. C'est variable. Hein. D'autres vont développer, de L'eczéma. l'eczéma sur les bras. C'est fou, en fait, le C'est stress. variable. Ça peut se déplacer. Ouais. C'est pour ça que agir que sur un symptôme, c'est intéressant, mais il faut traiter la cause. Bien sûr. Parce que comme le symptôme peut se déplacer... Ouais. Oui, tu crois que c'est t'es pas tranquille parce suffisant. que t'as plus ce symptôme-là et 6 mois après, t'en as un nouveau. Oui. Tu te sens jamais débarrassé, t'es dans le désespoir, quoi. On dit que le sport, c'est bon pour la santé et pour l'anxiété, mais ça peut aggraver le stress dans certains cas. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand je faisais un peu trop de sport, justement. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je pense que quand on fait trop de sport et qu'en plus on ne se nourrit pas assez ou pas correctement, enfin, l'organisme est épuisé. Donc, il n'émet plus les bonnes hormones, il est trop faible, avec tout un tas de réactions, de conséquences, je veux dire. Ouais. Par exemple, les hormones sexuelles ne sont plus émises correctement, donc les règles disparaissent. On peut se blesser très facilement, plus facilement que si on fait du sport normalement. On se prend les pieds dans le tapis, on tombe. Parfois, c'est aussi bête que ça, hein, la blessure. C'est un peu une manière aussi de notre corps de nous dire stop là. C'est souvent un signe qu'il faudrait prendre en compte. Oui, peut-être qu'au lieu de faire du HIIT ou 15 km de course à pied, peut-être faire du pilates ou du yoga ou de la méditation. Il y a tellement de sports différents. Pourquoi forcément choisir celui qui fait brûler qui plus va de calories, abrutir comme une brute, c'est pas exactement ce que je veux dire. Pourquoi choisir forcément un sport de brute qui épuise ? C'est pas mal d'avoir... c'est bien de se connaître. Ouais. Et de savoir évaluer ses forces au moment où on va au sport, en fait. Et je pense qu'il faut aussi que ça reste un plaisir de faire du sport, pas de se forcer tout le temps, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas continuer. Il y a des gens... Oui. C'est important de s'accrocher, parce qu'il y a forcément des moments difficiles quand on essaye d'améliorer sa performance, ou ne serait-ce que courir 3 km. Pour certaines personnes, c'est extrêmement dur, quoi. Tout le monde n'est pas champion de marathon. C'est important de s'accrocher un peu, mais aller au-delà de ses limites, moi, je ne comprends pas, en fait. Garder le plaisir. Bien sûr que serrer les fesses, ça fait du bien. Il faut contracter, un petit peu de challenge, mais il faut que ça reste un plaisir. Oui, parce que c'est exactement ça. Il y a des gens qui détestent courir, qui sont vraiment pas bons, mais par contre en natation, qui sont super bons. Et même s'ils font que de la brasse, ils vont faire 1,5 km et ça va quand même faire dépenser des calories. Voilà. Exactement. Et te faire du bien. On peut aussi faire de la danse. Oui, lâcher prise. C'est très bon pour la santé et c'est très bon pour le moral. Et on brûle tout autant de calories. Ouais, en se faisant plaisir. En se faisant plaisir. Et puis en écoutant de la musique, ce qui est aussi bon pour le moral. Je vais un petit peu te demander tes conseils puisque l'anxiété, comme tu le sais, c'est un cercle vicieux. On commence à avoir peur d'être anxieux, donc on a peur d'avoir peur. On rentre dans une spirale infernale. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça va aussi loin ? Ce que tu appelles l'anxiété d'anticipation. Oui, j'appelle ça comme ça, peut-être que d'autres appellent ça autrement, mais ça me semblait la bonne formule parce que oui, c'est assez imagé en fait. Tu sais que tu vas avoir peur ou avoir mal ou avoir quelque chose et t'as peur. D'avoir peur en fait. Exactement. Peur d'être sujet à une crise d'anxiété, une crise de panique. Dans ces cas-là, moi je vous conseille d'en parler, de faire le point, de rationaliser. Donc avec un professionnel. Ou avec un proche. Je suis pas en train de dire venez me voir, venez me consulter, c'est pas ça. On peut très bien aussi parler à son partenaire ou sa partenaire, parler à sa meilleure amie ou son meilleur ami ou ses parents. Enfin, il faut trouver une oreille bienveillante, mais qui sera un petit peu objective. Déjà sortir ce que tu ressens. Exactement, parce que ce qui est à l'extérieur n'est plus à l'intérieur. Ça paraît un peu bébête, mais c'est quand même... une bonne première étape. C'est une bonne première étape, de dire ce qu'on a à dire et de dire ce qui nous effraie. Parfois, rien que le fait de le formuler, ça va déjà mieux. Ouais. Ça permet de prendre un petit peu de recul.
Ouais. Et je vous conseille de rationaliser, parce que parfois on nourrit des peurs qui ne correspondent pas à la réalité. Ouais, tu sais, moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur mon anxiété, puisque je la connais bien maintenant. On est 2 copines, on boit un coup tout le temps ensemble. Et, C'est bien de vivre ensuite en harmonie avec son anxiété. mais et c'est justement ça, c'est que j'essaye de l'accepter et aussi j'essaye de faire un switch de ma manière de voir le monde à 180 degrés, c'est-à-dire que quand je stresse, bah, du coup je vois que le mal. Mais en fait j'essaye de me dire, mais attends, là déjà, sur le moment tu es safe, tout va bien, il fait chaud, t'es bien, etc. C'est ce que j'appelle rationaliser. Voilà, d'accord. Et aussi voir le problème tel qu'elle est. Quelle est C'est-à-dire la situation ? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation ou pour accepter la situation ? Est-ce que je suis en danger ? Est-ce que je peux pas me lever, traverser la pièce et voir les choses autrement ? Parfois, rien que le fait de changer de perspective, on se dit finalement ça va quoi. Ouais. Finalement, le problème n'est pas si grave. Et peut-être même écrire, il y a des gens quand ils écrivent, ça Oui. leur fait beaucoup de On bien. peut remplir un journal ou écrire ses problèmes sur des petits mots et les mettre dans un bocal. Il y a 10 000 façons de verbaliser. En second temps, est-ce qu'on va voir un professionnel ? Je vais pas vous dire le contraire, mais oui, ce n'est jamais perdu. Après, il faut trouver le bon professionnel, c'est sûr. C'est comme tout, c'est... Faut pas hésiter, faut lire les commentaires, faut essayer de se renseigner auprès des amis. Ouais, le bouche à oreille ou les le bouche à avis. oreille. Enfin, il faut tester de toute façon, c'est comme un copain, entre guillemets, dans le sens où il faut avoir un feeling avec la personne. Je pense aussi. Sinon, ça peut pas marcher. Si le monsieur ou la madame, elle te donne pas envie, elle te fait pas te sentir bien, tu vas pas te lâcher, tu vas pas lâcher prise, tu vas pas sortir ce que tu dois sortir. J'imagine. Ouais. J'imagine. Mais en tout cas, donc c'est important d'aller consulter si jamais on sent que en fait, j'y arrive plus là toute seule. Ça, c'est parti, c'est out of control. Mayday. En effet, je pense que c'est important de parler. De parler, mais il ne faut pas faire que parler. Après, si la personne, la professionnelle, conseille certaines choses ou conseille certains exercices, il ne faut pas hésiter à les essayer. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on a une crise de panique ? Alors ça, c'est un cas pratique, mais voilà, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, en cas de crise d'angoisse ou attaque de panique, ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est surtout une question de degré. On va dire que l'attaque de panique, c'est plus intense. Si on n'a pas d'anxiolytique sous la main ou si on ne veut pas en prendre, ce qui est tout à fait respectable, moi, je vous conseille de tout de suite pratiquer vos respirations. Donc, ça peut être des inspirations et des expirations toutes simples. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et ainsi de suite pendant au moins 3 minutes. On se met devant un mur blanc ou d'une couleur neutre. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en fait, ça aide à avoir le moins de stimulation possible. Oui, plutôt qu'une bibliothèque avec plein de livres et plein de couleurs différentes. Ou face à la rue, par exemple. C'est plus compliqué quand on est face à la rue de faire le vide. Ou alors, on se met sur son canapé si on préfère être allongé. L'important, c'est de retrouver sa zone de sécurité. Et la respiration, en fait, ça va vous aider. Alors, il faut se concentrer sur son souffle. Et la respiration lente va vous aider en fait à indiquer au cerveau que les choses vont bien, qu'on n'est pas en état de siège, qu'on n'est pas dans une situation qui nécessite une telle réaction. Et par ailleurs, troisièmement, ça va leurrer le cerveau, parce qu'on va se concentrer sur son souffle et on va oublier ce qui nous causait cette crise d'angoisse. Et il y en avait qui disaient qu'il fallait respirer avec, je crois que c'était un sac en carton, enfin un sac en papier Craft. On peut aussi s'aider avec un sac en papier. Alors, c'est moins facile à faire dans un lieu public. Ça fait un peu bizarre dans le métro. Évidemment. Mais chez soi, ça peut être... Chez soi, on peut respirer dans son sac en papier. On peut faire ça aussi avant de s'endormir quand on a du mal à s'endormir. Ah oui ? Oui, parce qu'on respire du CO2. Ah d'accord. Et du coup, ça aide à tomber dans les bras de Morphée. D'accord. Mais en public, la respiration profonde, c'est très discret. On peut faire ça dans le métro, au travail, pendant un apéro. Je conseille aussi, si vous avez la possibilité d'être à l'extérieur ou d'ouvrir une fenêtre, prendre une bouffée d'air frais. C'est ça que ça vivifie, moi je pense à... Prendre une bouffée d'air frais, c'est super pratique. Notamment le matin, pour les gens qui sont sujets aux angoisses du matin. Quand ils se lèvent, ils se réveillent en fait angoissés dans leur lit. En plus, c'est la cortisol qui est hyper élevée à cette heure-là. Exactement, mais chez les personnes anxieuses, elle est encore plus élevée que chez une personne lambda qui a juste besoin de cortisol pour se lever. Ouais. Une personne anxieuse, elle va être à son max, elle va être à donf de cortisol en ouvrant les yeux, et certaines ne peuvent pas se lever avant une heure avancée de la journée. Donc moi, je vous conseille de vous forcer quand même à vous lever et d'ouvrir la fenêtre, et là, déjà, ça va aérer la chambre, c'est jamais perdu. Et vous allez oxygéner votre cerveau, et là, franchement, ça aide énormément à faire diminuer les angoisses du matin. D'accord. C'est tout bête, c'est gratuit, c'est sans effet secondaire. Ouais. Ensuite, voilà, la respiration abdominale.
Donc on inspire par le nez, tout en gonflant le ventre comme un ballon. Et on souffle par la bouche en rentrant le ventre. C'est ainsi qu'on fait circuler l'air. Ouais, parce qu'il y en a il y a beaucoup de gens qui respirent pas correctement. Exactement, oui. Après, voilà, faut utiliser toujours la méthode qui vous convient le mieux et qui est réalisable au moment où vous en avez besoin. Bien sûr. On peut aussi faire une respiration alternée. Donc là, c'est un petit peu plus technique. On bouche la narine droite avec son doigt et on inspire par la narine gauche. Ensuite, on change. On bouche la narine gauche et on souffle par la narine droite. Donc ça fait... Donc l'air va circuler en fait. Alors on ne peut pas faire ça pendant 3 heures d'affilée, mais faire ça pendant 1 minute ou 2. Déjà c'est technique, donc il faut se concentrer pour mais faire c'est les bien bons parce que gestes. du coup t'évites de penser à ton stress physique. Ça permet de se déconnecter de ces symptômes et de se concentrer l'espace de quelques minutes sur autre chose. Et puis c'est un petit exercice assez ludique et surtout ça fait circuler l'air d'une certaine façon qui peut nous aider. Je suis un peu à fond en ce moment dans la respiration, dans les travails de respiration, et je constate que ça fonctionne énormément. Alors moi, c'est pas mal de choses qui sont inspirées du yoga, et donc il y a des respirations qui peuvent paraître un peu agressives, mais qui sont géniales. Je n'invente rien, de toute façon, c'est des choses, de toute façon, on doit respirer pour vivre, mais il y a certaines façons de respirer qui sont plus efficaces que d'autres en cas de stress ou d'anxiété. Je trouve que c'est vraiment bien, parce que des fois, tu vas méditer, tu vas essayer de méditer, mais en fait, si t'es stressé, t'es pas bien, ça sert à rien parce que t'es pas concentré. Mais vraiment, en faisant des respirations, il y a certaines pratiques qui sont pas très connues, mais effectivement comme celle-ci, et ça te change vraiment ton état d'esprit, ça te fait du bien concrètement, quoi. Oui, concrètement, et puis ça peut sauver la journée. Ouais. Voilà, je vous donne un exemple de situation en direct live. Vous devez entrer dans une salle de réunion, mais vous êtes sujet à l'anxiété sociale, c'est-à-dire que vous avez peur du regard des autres. C'est plus qu'une timidité, mais bon, je vous expliquerai ça peut-être à un autre moment. Donc votre cœur se met à battre très fort. En fait, vous ressentez le trac, comme ce que peuvent ressentir les chanteurs ou les comédiens au théâtre. Et votre cœur bat tellement fort que vous l'entendez. Et vos mains tremblent, vous commencez à transpirer à fond, à avoir des méga auréoles sous les bras. Et donc là, ça accroît d'autant plus votre anxiété. Et là, c'est la panique. Si vous savez que ça vous provoque cela, je vous conseille d'anticiper un petit peu, d'anticiper positivement et de pratiquer, de prendre 5 minutes pour respirer. Vous vous isolez un peu, ou même avant d'entrer dans la salle, vous vous mettez dans le couloir et vous pratiquez vos respirations. Et je vous promets qu'au bout de 2-3 minutes, votre rythme cardiaque va s'apaiser. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois et ça marche. Approved. Oui, testé et approuvé. C'est tout simple, c'est discret et puis ça peut vous sauver une réunion. Ouais. Bon super, merci pour ces petits conseils. Continuons sur l'alimentation rapidement. Quels aliments doit-on supprimer ou réduire pour apaiser son anxiété ? Parce que moi j'ai remarqué qu'en période de crise, quand je buvais de la caféine ou de la théine, ça augmentait mon anxiété. Oui, parce que ce sont des excitants, aussi bien le thé que le café. Donc si vous pouvez essayer de réduire... petite tisane du coup. C'est pas mal. Après, couper complètement, ça dépend des gens, quoi. Enfin, le café peut avoir aussi des effets bénéfiques sur la migraine, par exemple. Donc, faut voir, ça dépend des moments. Ce qui est sûr, c'est que si vous pouvez éviter d'en boire après 16 heures, votre nuit vous dira merci. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop sensibles. Je vois mon chéri, lui, il peut dormir comme il veut, mais c'est pas quelqu'un qui est très anxieux non plus. Ouais. Donc je pense que quand t'es anxieux, effectivement, arrête-toi après 16 heures. C'est proportionnel, en fait. Ça va l'augmenter. Ouais. Quelles sont les activités à tester quand on se sent anxieux ? Je parle du côté manuel, peut-être de la marche. Pratiquer une activité, c'est aussi un des principaux conseils que je donne aux personnes qui me parlent de leur anxiété. Avec la respiration, je leur conseille lorsqu'elles ont un pic d'angoisse, donc bouffée d'angoisse, crise d'angoisse, je leur conseille de se lancer dans une activité qui implique le corps et un petit peu la tête, mais qui soit pas non plus trop... compliqué, quoi. Trop compliqué à réaliser. Il faut que vous soyez dans votre zone de confort. Donc ça peut être faire le ménage. Je suis pas en train d'essayer de transformer les femmes en fait du logis, mais ça marche aussi sur les hommes. Mais c'est vrai que, par exemple, passer l'aspirateur ou passer la serpillière, c'est une activité un peu frénétique dans laquelle on engage son corps parce qu'on doit faire des mouvements. Et en plus, on oublie, en fait. Le temps de faire ça, en 10-15 minutes, on a oublié souvent pourquoi on était contrarié à la base. Ouais. Ça laisse le temps à l'organisme de se calmer. Et en plus, après, on a une maison propre. C'est pas Donc mal. on est content, ça apaise l'esprit. Ça apaise l'esprit. Mais il n'y a pas que ça, ça peut être aussi... parce que ça, c'est pas facile à faire quand on est au travail, évidemment. Ça peut être aussi se mettre à faire un coloriage. Maintenant, on voit des tas de livres de coloriage. Oui, j'en avais acheté un. Dans les maisons de la presse. Ça peut être aussi faire des loisirs créatifs, vraiment créer quelque chose avec ses mains. Vous pouvez vous mettre à ranger votre bibliothèque.
Il y a des accros de rangement de bibliothèque. Sur Instagram, on trouve plein de photos de Ah bon bibliothèques de ouf. Je te jure. D'accord. Ça, voilà. Il faut trouver votre activité, votre truc à vous qui va vous faire déconnecter pendant 10 à 15 minutes. Et je vous assure qu'après, le temps de cette activité, vous aurez déjà vos bouffées d'angoisse seront estompées et vous ne vous souviendrez à peine de ce qui a causé cette anxiété, le départ. Cette contrariété ou cette anxiété. Ouais, c'est vrai que faire le ménage, je trouve que c'est assez pratique. Et en plus, après, tu te mets ta musique préférée et tu as qu'à chanter, même si tu chantes comme une merde, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Ça permet de se défouler et puis d'indiquer au cerveau aussi que les choses vont bien. Tout se passe bien aujourd'hui. Pourquoi se gâcher la vie avec un état anxieux? Et il y en a, ça va être, par exemple, j'imagine sortir, ou d'autres, ça va être faire un câlin à leur chien pendant 10 minutes. Oui, alors là, je vous parlais d'une activité précise, mais on peut aussi aller faire le tour du pâté de maison avec son chien. Mais pour les personnes qui sont sujettes à l'anxiété sociale, c'est pas réalisable. Donc c'est bien aussi d'avoir ces trucs et astuces à la maison. Il y a des gens pour qui aller chercher du pain, c'est insurmontable. Donc je vais pas leur proposer de sortir, d'aller discuter avec la voisine. Ça, c'est pas possible pour eux. Plutôt faire un petit truc manuel, du tricot, du dessin. Trouver quelque chose à faire à la maison. Ouais. Ou un gros gâteau, tiens, ça fait du bien ça. Pourquoi pas. Faire la cuisine, ça a des vertus méditatives parce qu'on coupe, on tranche, on doit se concentrer. Si on suit vraiment une recette, c'est hyper technique la pâtisserie en fait. Mais complètement. Il faut mesurer, il faut... voilà, donc... ouais, ça change les idées, parce que tu es concentré sur autre chose. Ça change les idées et c'est tout bête. Et tes enfants seront contents le soir. Exactement. Quels sont les modes de pensée à adopter quand on commence à se sentir anxieux ? Alors, les modes de pensée, il y en a plusieurs, mais je dirais principalement rationaliser. Ouais, parce qu'on commence à ruminer. On rumine. Alors, les ruminations, c'est les idées fixes qui tournent en boucle. Des idées intrusives, on les a pas invitées, elles s'incrustent, elles s'imposent, et ensuite elles tournent en boucle. Donc, rationaliser, se dire, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que je suis en danger ? Je suis en danger de mort ? Est-ce que ma famille est en danger ? Quelle est la réalité des faits ? C'est ça, c'est poser les faits. Et ensuite, on se dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire, soit pour accepter la situation, soit pour la modifier ? Il me semble que essayer de trouver une solution à ces problèmes, ça peut être vachement avantageux pour faire diminuer son anxiété. Ouais, c'est vraiment se poser et se dire, alors ça, c'est mon problème, quelles sont les solutions, pourquoi je me sens comme ça, c'est aussi analyser la chose. Exactement. Donc il y a une partie où il faut peut-être apprendre à lâcher prise avec l'aspect respiration méditatif, mais il y a une autre partie où il faut analyser pourquoi. Étape. Les solutions d'urgence, je vous les ai citées depuis tout à l'heure. Et ensuite, quand on se sent un peu moins oppressé, ou un peu moins agité, ou un peu moins tremblant, ou un peu moins à bout de souffle, on peut commencer à réfléchir et à poser les faits. On peut même écrire. Voilà ce qui me tracasse. Parfois, c'est insignifiant, donc pourquoi se prendre la tête avec ça ? Si c'est machine m'a mal parlé, machine m'a regardé de travers aujourd'hui, sur le moment, c'est contrariant, mais franchement, 1 heure après, on s'en fout, quoi. Ouais, puis on peut très bien, effectivement, comme tu dis, comprendre. Alors pourquoi, quand cette personne-là, elle m'a contrariée, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais pourquoi je me sens aussi attaquée ? Exactement. En fait, ça me renvoie à tel truc. C'est intéressant à analyser. C'est pas, la fille en question, on s'en fout. Ouais. C'est des réactions chroniques. Elle regardait même pas, elle regardait autre chose, ou peut-être qu'elle est myope et que ses yeux sont fixés comme ça dans le vide. Vous voyez, c'est parfois, souvent, on surestime le nombre de personnes qui nous observent et qui nous veulent du mal. On a tous un côté un peu parano, à mon avis. Mais ça renvoie à notre insécurité intérieure. Totalement, et c'est ça qu'il faut travailler. Exactement, exactement. Ça peut aider. Alors, on en a déjà bien parlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à l'anxiété quand on a tout essayé, qu'on est dans le désespoir parce qu'on n'en peut plus de ressentir ces mauvaises énergies, ces mauvaises émotions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je pense qu'il faut être patient. On est dans une société où tout va vite, avec Internet, on veut que tout aille vite, que les gens nous répondent dans la seconde, on a accès à l'information très vite, mais il y a des choses qui nécessitent encore du temps, et parfois se libérer d'une anxiété ancienne, ça prend du temps. C'est comme faire un deuil, c'est comme se remettre d'un choc. Il faut laisser le temps au temps, il faut travailler sur son problème, il faut accepter d'être patient. Ça me semble pas mal. Ouais, parce que vouloir que tout change en une semaine... Surtout si ça fait 30 ans que tu vis avec cette chose-là. Exactement. Enfin, moi, parfois, c'est ce que je dois expliquer à mes patientes, c'est que tout ne peut pas être réglé en une séance. En plus, je ne suis pas Joséphine Ange Gardien. Je ne cache pas de baguette magique derrière mon siège. J'aimerais bien résoudre leurs problèmes comme ça, en claquant des doigts, mais il y a forcément un petit travail à faire. Et ça prend du temps. Néanmoins, ça peut être aussi rapide, ça dépend des gens. Et puis, il faut savoir aussi que les idées infusent. Quand on commence à parler de tout ce qui nous préoccupe
et qu'on commence à mettre en place des solutions, des stratégies, les idées, elles travaillent à notre insu. Puis un beau jour, on se réveille, ça va mieux. Et on n'a plus cette angoisse de traverser la rue et d'être observé. On n'a plus cette angoisse de prendre la parole en salle de réunion. Mais il faut travailler pour cela. On vit dans une génération où tout va vite, quoi. Hop là, ça y est, c'est réglé. En fait, non, pas du tout. Mais on reste des mammifères, on a encore besoin de 8 heures de sommeil. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Exactement. En même temps, c'est un beau cheminement. Oui, on sera encore mieux après. C'est une grande aventure de se libérer de son anxiété. On apprend des choses sur soi-même. Exactement. On apprend des choses sur les autres. Et quand enfin on est libéré, la vie nous paraît plus légère. Puis je pense qu'on se sent plus fort. Certainement. On se sent plus sage. On se dit, bah oui, c'est clair. Si j'avais su tout ça il y a 15 ans... Oui, mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi la sagesse de comprendre que c'était ton chemin et que maintenant, tu as compris tout ça et c'est le principal. Oui. Parce qu'il y a 15 ans, tu n'avais pas le même état d'esprit, c'était pas les mêmes histoires, peut-être. Et puis, c'était des circonstances, parfois pour certaines personnes, je veux dire, quand on est un enfant ou un adolescent, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Donc parfois, les choses se passent comme elles se passent et la personne n'y peut rien. Et c'est ça qu'il faut qu'elles apprennent. La personne n'y peut rien si elle a vécu un abandon, si elle a vécu... un divorce difficile, si elle a été battue par ses parents ou si elle a été harcelée à l'école. Il y a plein de choses qui se passent pendant l'enfance et l'adolescence qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut apprendre par la suite à vivre avec, à voir les choses différemment. Et à comprendre d'où viennent ce mal-être. Et puis peut-être à changer certains mécanismes. Il y a quelques années, j'ai l'impression que quand on allait voir un psy, c'était un peu une forme de faiblesse. Alors qu'au contraire, c'est être courageux, c'est vouloir affronter ces démons, entre guillemets, pour pouvoir aller mieux. Donc je trouve ça très fort, en fait. Moi aussi, je trouve que c'est courageux. Moi, j'admire les gens qui viennent me voir. Bon, après, j'ai jamais mangé personne. Je ne pratique pas le cannibalisme. Mais je suis toujours très gentille avec eux. Mais je trouve que c'est quand même fort d'arriver chez une inconnue et de raconter sa vie, c'est ça. Ses secrets bien gardés pendant si longtemps. Moi, pendant des années, j'avais l'impression que que ça marchait pas, que c'était n'importe quoi, que c'était faible d'y aller, et j'ai complètement changé parce qu'au contraire, non, justement, c'est très fort, quoi. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question et c'est pas facile d'affronter le passé, mais en même temps, après, tu vas pouvoir faire le deuil de ton passé et aller mieux. Donc, c'est tout bénef. C'est un choix, ouais. Et justement, j'ai essayé des techniques où il fallait carrément affronter son anxiété en ressentant et en acceptant le stress plutôt que d'essayer de la calmer par tous les moyens. T'en penses quoi, toi ? Je pense que tu as raison. Parfois, il est bon d'accepter, de laisser passer son anxiété, d'accepter qu'elle passe toute seule. Parfois, il ne sert à rien de forcer les choses, il faut juste attendre que ça passe. Ça dépend des situations, des circonstances, de l'état physique, des envies. Parfois, on se met une petite série et puis ça va mieux. Pas la peine de faire 3 heures de respiration. C'est quand même difficile l'anxiété parce que c'est vraiment hyper large. C'est pour ça qu'en un podcast, on peut pas résoudre tous vos problèmes, hein, bien sûr. Mais on essaie de trouver des pistes qui soient un peu générales et qui peuvent aider le plus, quoi. Qui peut être dédramatisé. Exactement, ouais. Parce que finalement, l'anxiété, c'est juste une réaction naturelle à la base. Évidemment, faut se débarrasser de son anxiété quand elle prend trop de place. Mais je pense aussi, je suis même complètement persuadée que l'anxiété peut être un avantage du moment qu'elle ne dépasse pas un certain seuil. Bien sûr, ouais. Je m'explique ou pas ? Ouais, vas-y. Ouais. Je pense que voilà, les personnes anxieuses sont souvent aussi des personnes perfectionnistes qui font attention à plein de choses, qui sont soigneuses, qui font attention aux détails, qui sont prévoyantes, organisées, etc. Et tout ça, pour moi, ce sont des qualités dans la vie. Est-ce que c'est pas aussi des personnes qui sont ultra sensibles ? Ça va souvent avec. Mais là encore, la sensibilité, ça n'est pas un défaut. Mais justement, c'est pour ça, ouais. C'est bien les filles, c'est bien les mecs, ouais, ils sont hyper sensibles. Non mais c'est vrai. Et comme tu dis, dédramatiser, et des fois, je commence à me sentir anxieuse et j'essaye de me dire, ok, là je me sens anxieuse, mais voilà, je suis au chaud, j'ai pris une douche chaude, j'ai pu dormir 8 heures. Tu vois, j'essaye de fonctionner comme ça pour rationaliser la chose et pas pour en faire une énorme histoire. Tout à fait, je pense que tu as raison. C'est bien d'essayer de dédramatiser ce qui commence à être inévitable, entre guillemets. Au moins, là, c'est comme si tu ralentissais la boule de neige qui est en train de dévaler la pente. C'est ça, parce que comme tu dis, plus tu rumines, bah là ça y est, ça va prendre de l'ampleur et ta journée elle est gâchée. Oui. Alors, un petit cas pratique d'anxiété et ses solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre la peur de parler en public ? Et est-ce que le fait de se forcer à s'entraîner et à parler en public va atténuer l'anxiété ? Alors, je pense que c'est important de s'entraîner, mais pas forcément en public. On dit toujours qu'il faut s'exposer à tout prix. Il faut d'abord se préparer. Moi, je conseillerais plutôt de s'entraîner au préalable, mais de s'entraîner chez soi, ou de s'entraîner devant sa chérie ou son chéri, ou de s'entraîner devant une meilleure amie qui ne va pas juger, qui ne va pas se moquer. Ça permet de maîtriser un petit peu le sujet dont on va parler. Exactement. Pour s'entraîner, il faut prononcer un texte à voix haute,
chez soi, en essayant de porter sa voix, pas de chuchoter. Ouais. Il faut essayer de porter sa voix. Je conseille un petit exercice. Vous allumez la télé, vous mettez un journal avec une présentatrice ou un présentateur. Plutôt une présentatrice si vous êtes une femme. Vous mettez le son assez fort et vous essayez de parler, de porter votre voix et de parler plus fort que cette personne. En adoptant un peu sa gestuelle. Elles sont toujours très posées, les présentatrices, les journalistes. Donc c'est plutôt un bon modèle. Et vous faites ça peut-être une fois par jour pendant une semaine avant votre échéance. Et vous verrez, ça va vous décoincer. Et puis le jour J, vous allez retrouver vos réflexes. Vous allez poser votre voix naturellement et ça va vous paraître plus facile. Ah, donc c'est créer une sorte d'habitude de comportement. Exactement. Évidemment, plus on le fait, plus c'est facile. Ouais, c'est bien ça. Après, le jour J, je vous garantis pas que vous n'aurez pas les mains qui tremblent et que vous n'allez pas transpirer. Mais si vous avez les mains qui tremblent, essayez de les poser, soit sur le pupitre, soit sur vos cuisses si vous êtes assise ou assis, pour que les gens ne voient pas que vous êtes un peu agité malgré tout. Ouais. Mais si vous avez bien préparé votre texte ou préparé vos idées, et si vous êtes entraîné à prononcer votre texte ou à répondre à vos questions, ça devrait bien se passer au niveau de l'élocution. Ouais, c'est clair. Et quand on a la voix qui tremble, si on parle un peu plus fort, déjà, je pense que ça disparaît un petit peu. Oui, et puis il faut ne pas hésiter à faire des pauses dans son discours. Et respirer peut-être, juste une petite respiration. Et faire des petites pauses. Quand il y a un point, c'est qu'il faut s'arrêter de parler. Oui, c'est ça, parce que les gens veulent enchaîner pour se dépêcher de finir, alors que... pour se débarrasser de la corvée. Mais en fait, il vaut mieux, faire parler posément et peut-être un peu plus lentement. Et ça passe mieux, en fait. Il est vrai. Du coup, tu prends plus le temps et tu as plus de recul, je pense que comme si tu parlais très vite, alors que là, tu prends un petit peu plus le temps. Et en fait, le fait de parler très vite, ça trahit la nervosité. Oui, voilà. Alors que quand on parle tranquillement, faut pas non plus parler à 2 à l'heure, mais posément, de façon posée. Ouais. Déjà, on risque moins de s'embrouiller. Ou de paraître inécoutable. Agité. Donc c'est plus stratégique. Ah, c'est bien. Quelle est la démarche à suivre pour les gens qui anticipent tout, qui analysent leur futur avant même qu'il soit arrivé ? Comment lâcher prise et dresser son cerveau ? Je pense qu'on est tous un peu angoissés par l'avenir. C'est sûr. Il suffit d'allumer la télé, le journal, ou de regarder sur Internet, et tout semble dramatique. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'essayer de vivre le moment présent le plus possible, d'être présent à ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. Mais c'est le plus dur, la plupart des gens sont déconnectés dans leur moment présent, ils anticipent tout, les courses, le travail à faire, les choses à payer. Essayez de vivre à fond le moment qui nous est proposé, même si on contrôle pas forcément l'avenir, c'est déjà... Moi, je me dis toujours, c'est toujours ça de prix, quoi. Au moins, j'ai passé une bonne journée, j'ai passé un bon moment, j'étais vraiment là, et advienne que pourra. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne solution pour tout le monde, mais... J'essaye d'être présente. En fait. Je parle pas de pleine conscience, je parle plutôt de pleine présence. Donc est-ce que c'est un peu être en contact avec tous tes sens, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, comment tu te sens ? Alors, je vous donne un exemple. Si je prends un café avec une copine ou si je vais à un cours de danse ou quoi que ce soit, j'évite d'avoir le téléphone à la main. Parce que sinon on se disperse, on n'est pas là en fait. On est en train de répondre à un SMS, répondre à du schmoll qui nous a laissé un message, un commentaire sur Instagram ou je ne sais quoi. Et on ne profite pas de la demi-heure qui nous est offerte. Et c'est vrai que ça c'est assez insupportable. Il y a de plus en plus de gens, notamment dans un de mes métiers, où tu es en train de leur parler et puis en fait elle reçoit un texto et donc du coup pendant 5 secondes elle s'arrête pour lire le texto. Je suis là mais c'est super mal poli en fait. Oui, je suis en train de te parler, je suis en train d'échanger. Je dis pas que je le fais jamais, mais... Non mais quand c'est avec tes proches déjà c'est un peu différent, mais je trouve au travail, au bout d'un moment restons connectés et ensuite voilà. C'est sûr que ça favorise la dispersion et puis ça rend la communication compliquée en fait. Oui, c'est pas très sain, je pense. C'est pas fluide après. Mais effectivement, le moment présent, je pense que c'est bien, c'est être à fond dans l'instant présent. Oui. Même pour des choses banales, j'imagine. Même, je sais pas, quand tu es en train de travailler sur ton ordinateur, t'es bien. Moi, je sais que j'utilise beaucoup mes sens pour me calmer. Je me dis, je me sens bien, j'ai mal nulle part, ou j'ai un peu mal au dos, donc je vais m'étirer. Tu es attentive à ce que tu ressens physiquement. Je sais que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. De voir le temps qu'il fait, de tous les sens, en fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire, de taper, d'écrire, Je me connecte à moi-même, en fait. C'est bien que tu y arrives. Parce que oui, on est tellement déconnectés de nous-mêmes. Je trouve que c'est un bon exercice à faire. Oui, tout à fait. En tout cas, pour moi.
Alors face à ce problème, beaucoup de couples partent en live et ils ne se comprennent plus. Comment on peut faire pour aider son chéri ou sa chérie qui souffre sérieusement d'anxiété ? C'est hyper dur quand tu connais pas l'anxiété. Les gens ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment réagir. Alors, quand on est une personne anxieuse, c'est bien d'avoir un partenaire ou une partenaire qui ne l'est pas. Ça peut être un critère de sélection. Ouais. Mais d'un autre côté, il te comprend peut-être moins aussi, non ? Ça dépend, il peut aussi juste dédramatiser toutes les situations qui peuvent paraître anxiogènes à l'autre. Ouais. Et ça, c'est vachement précieux dans la vie. C'est clair. C'est d'avoir toujours un contrepoids ou un regard différent. Après, encore faut-il que le couple discute vraiment. Oui, donc la manière dont il peut aider sa copine ou son copain qui souffre d'anxiété, c'est notamment la communication. Oui, en discutant. Parfois, il suffit de pas grand-chose, juste raconter sa journée pour faire tomber la pression. Ouais, le fait qu'elle puisse se confier à son homme ou vice-versa. Oui. C'est l'écoute qui va. beaucoup d'écoute. C'est être là pour la personne, quoi. Exactement. Après, je sais que c'est pas le cas dans tous les couples, mais ça peut être un critère de sélection. Voilà, trouver quelqu'un qui est à l'écoute. Oui, parce que même si t'es en couple, des fois, l'autre personne, elle est aussi, elle est peut-être pas stressée, mais peut-être qu'elle est emmerdée par des choses qui l'ont embêtée dans la journée. Et du coup, quand ils se racontent mutuellement leur journée, ils écoutent pas vraiment. Donc c'est vraiment aussi être là, c'est aussi le moment présent. C'est être à l'écoute de ce que la personne elle essaye de te dire. Après, c'est un échange, c'est un partage aussi. Parfois, c'est l'autre personne qui doit être à l'écoute. Ouais. Mais après, ça devient plus facile, plus on se connaît. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais plus on se connaît, plus c'est facile de communiquer. Oui, je suis complètement d'accord, c'est mais... la première année qui est dure. La deuxième aussi. Ça devient plus facile à la troisième. Mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, on est tous tellement dans nos soucis, parce qu'on a l'habitude de penser qu'au négatif et au stress que l'on ressent dans nos sociétés, que je pense que ça devient quand même difficile des fois d'écouter son conjoint. Alors moi ça va, je communique pas mal avec mon chéri, justement c'est ce que j'impose ça, parce que lui il serait du genre à pas trop communiquer. Si dans l'un des couples il y a une personne qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans ta vie, bah là du coup c'est pas que c'est la fin du couple, mais il manque complètement quelque chose, quoi. De toute façon, c'est la communication au sein du couple, c'est hyper important. Ouais. Comment mieux gérer le stress au travail, la pression, les relations entre collègues ? Alors j'ai coutume de dire que pour être épanoui dans son travail, il faut se passionner pour sa vie personnelle. C'est-à-dire ? Eh bien, il faut avoir une vraie vie à l'extérieur. Il faut, à mon sens, ne pas tout miser sur le travail pour se réaliser, pour s'épanouir. Ça peut paraître étrange comme discours à l'heure où on mise beaucoup sur la réussite professionnelle, où il faut à tout prix se trouver dans le travail, changer de carrière, se réaliser, donner du sens à sa vie professionnelle, etc. On peut aussi se passionner pour faire son travail, mais trouver un équilibre dans sa vie personnelle. Ouais, et trouver d'autres passions peut-être. Trouver d'autres passions. Or, tout le monde n'a pas de passion. Mais c'est ça le problème, c'est que souvent les gens qui n'ont pas de passion, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être carriéristes. C'est souvent le cas de figure auquel je fais face. Ouais, et ils se retrouvent à 60 ans à la retraite. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? J'ai fait que bosser. S'ils ne sont pas arrêtés pour un burn-out avant. Exactement. Alors, je ne suis pas en train de résumer tous les cas de burn-out au fait de ne pas avoir de passe-temps ni de passion, mais c'est quelque chose que j'entends souvent. C'est sûr qu'avoir un passe-temps, même si on a un travail formidable, qui a du sens, etc., on n'est jamais à l'abri d'un problème. Non. Et puis effectivement... Ou d'un changement de chef qui ça va s'avérer super désagréable. Et puis même, je pense que c'est sain de s'arrêter quelques instants, un soir, de faire autre chose, d'aller voir des amis, de changer d'air en fait. C'est hyper important parce que la vie professionnelle, c'est très variable. Il suffit d'un changement de hiérarchie ou une réorganisation pour le comprendre en fait. Un jour ça va, puis le lendemain ça va plus du tout. Donc si on n'a pas d'équilibre personnel à côté, pour se retrouver, ça peut être vite la catastrophe. Ouais, c'est totalement vrai. Je dis pas que c'est la solution à tout, mais en tout cas c'est déjà une bonne base. C'est toujours une question d'équilibre en fait. L'extrême n'est jamais bon. Oui. Mais bon, ça permet d'apprendre aussi, puis ensuite de développer des passe-temps, de s'intéresser un peu plus à ses proches, de valoriser les moments qu'on passe en famille. Ouais. Et puis d'apprendre d'autres choses aussi, c'est valorisant d'apprendre d'autres choses. Ouais. Oui, se trouver un passe-temps, c'est génial. C'est bon pour l'estime de soi, on apprend quelque chose. On peut peut-être découvrir qu'on est super bon en poterie ou en céramique. Mais c'est vrai qu'en plus, se sentir utile ou quand tu apprends quelque chose, moi je sais que quand je déprimais, j'essayais toujours d'apprendre quelque chose parce que du coup j'avais l'impression que ma journée n'était pas foutue. Vaine. Ouais, n'était pas vaine, exactement. Comment éteindre davantage et calmer son mental pour pouvoir dormir ? Alors, je conseille toujours aux personnes d'instaurer une routine du coucher pour déconnecter de ces problèmes de la journée. Je vous conseille aussi de trouver une oreille compatissante ou bienveillante pour écouter les problèmes de la journée. Je sais que c'est pas donné à tout le monde quand on vit seul ou qu'on n'a pas de famille, etc. C'est pas si facile, mais on peut aussi consigner sa journée dans un journal.
Ouais. L'idée, c'est de sortir, de mettre à l'extérieur ce qui pourrait nous contrarier pour la nuit. Je vous conseille aussi d'éteindre vos écrans suffisamment tôt pour que la mélatonine puisse se diffuser. C'est l'hormone qui permet d'entrer dans le sommeil. Or, la lumière bleue des écrans nuit à la production de mélatonine. Ouais, c'est vrai que ça stimule. Ouais. Ça stimule au contraire l'éveil. Donc, c'est pas très bénéfique pour le sommeil. Et je vous conseille aussi de prendre une douche bien chaude. Enfin, ça peut faire partie de votre rituel du coucher. Je vous conseillerais aussi de laisser flotter vos pensées contrariantes si toutefois elles se manifestent malgré votre rituel. Comme un nuage qui passe, quoi. Exactement, vous les regardez passer comme un nuage, mais il ne faut pas que votre esprit s'attarde dessus, il ne faut pas qu'il se fixe dessus. Qu'il analyse. Exactement, vous pouvez aussi confier vos problèmes à la personne que vous serez demain. Ouais. C'est une gymnastique mentale. À force de s'entraîner, on y arrive très bien en fait. On peut aussi mettre tous ces petits problèmes ou ces gros problèmes dans un tiroir de son cerveau et fermer le tiroir. On ne parle pas tant que ça de l'anxiété des jeunes mamans, mais cumulée à la fatigue psychique et physique, à la chute des hormones, c'est la descente aux enfers. Comment y faire face quand on n'a même pas le temps de s'occuper de soi ? Alors, descente aux enfers, c'est une expression super forte. Ouais. C'est vrai qu'on parle beaucoup de baby blues, mais tout le monde n'est pas sujet au baby blues. Alors pour celles qui sont concernées. Alors pour celles qui sont concernées, si on parle du baby blues, on parle de la chute des hormones après l'accouchement. En principe, le baby blues est transitoire. Donc on peut déjà se dire que voilà, c'est quelques jours de galère, quelques jours de pleurs et de panique, mais qui vont s'estomper parce que les choses vont se mettre en place. Et vraiment, le principe du baby blues, c'est qu'il est transitoire. Si ça perdure, c'est qu'il y a peut-être une dépression postpartum qui se profile. Est-ce que ça peut s'expliquer aux hormones, tout simplement, même si ça dure plusieurs mois ? Ça peut rester bloqué. Il se peut que de toute façon, il est clair que les hormones sont complètement chamboulées après un accouchement. Il faut du temps pour que tout ça se mette en place. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas rester seul avec vos problèmes. Faut en parler. Faut en parler même sur des groupes internet, des groupes Facebook, je veux dire, ou sur Instagram. Oui. Y en a vraiment plein. Il faut en trouver un qui soit sympa. L'entraide de jeunes mamans dans le désespoir. C'est vrai que maintenant, les femmes sont isolées de leur famille. Souvent, on arrive à Paris, on connaît personne. La famille est restée en province ou vice-versa. Et on n'a plus la maman, le papa, la grand-mère à proximité, les tantes, pour donner un coup de main. Donc, dans ces cas-là, on peut compter que sur soi et sur son compagnon. Qui repart au travail 3 semaines après. Donc ça passe super vite. Il faut s'entourer, il ne faut pas hésiter à se rendre à la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. C'est un lieu où on peut se rendre, dans lequel on peut se rendre pour faire peser son bébé toutes les semaines. Déjà, c'est une sortie. On peut consulter des professionnels là-bas. Il y a une infirmière puéricultrice, parfois il y a des psys aussi. Il y a un psy, du moins. Ouais, mais ça fait un but. La PMI. Une sortie dans la journée. On peut aussi rejoindre d'autres mamans pour prendre un café, pour faire une promenade en poussette. Ouais, c'est savoir s'entourer, je pense. Moi, j'ai fait beaucoup ça quand j'ai eu mes enfants. Et ça t'a beaucoup aidé ? Je n'ai pas eu de baby blues, donc je m'estime chanceuse, mais j'étais plutôt euphorique, ça arrive aussi. Mais néanmoins, l'isolement et puis la fatigue, je l'ai ressenti comme tout le monde. J'avais pas ma famille à proximité, donc grâce à la PMI, j'ai connu des mamans du quartier qui avaient eu un bébé plus ou moins en même temps que moi. Parce qu'il y a aussi une question de timing. Quand les copines ont eu leurs enfants 10 ans avant ou qu'elles n'en ont pas encore, c'est un peu compliqué de communiquer sur des problématiques comme les couches, l'allaitement, les biberons, les nuits, etc. Ouais, mais c'est vrai que se sentir épaulé, ça change tout. Ça change tout, puis on se sent comprise. Et ça, on se dit, si je suis pas la seule, c'est que ça doit pas être si grave que ça. Ouais. Tout à coup. Et puis, il faut pas hésiter à se rendre chez un psychologue ou une psychologue qui connaît la dépression postpartum. Parce que ça peut aussi cacher quelque chose d'un peu plus sérieux. Et il faut pas rester comme ça pendant des mois, toute seule. Ça peut faire ressortir des vieux traumatismes, peut-être ? Parfois, oui. Parfois, c'est des vieux traumatismes. Parfois, c'est simplement une anxiété qui va se révéler à ce moment-là et qui peut vraiment invalider. Surtout quand on a d'autres enfants à gérer. Ouais, c'est sûr. Ou même quand on n'a qu'un à gérer, de toute façon, c'est dommage de rater les premiers mois parce qu'on ne se sent pas bien. Ouais. Donc si on peut essayer de parler de ça à une professionnelle, c'est bien. C'est vrai, ouais. Bon voilà, donc ça sera tout pour ce premier tome d'anxiété, parce que comme on vous a dit, l'anxiété, il y en a énormément, il y a des cas particuliers, il y a plein de choses à dire, il y a différents types d'anxiété, donc on espère vous avoir aidé pour quelques pistes en tout cas, et puis merci Amélia. Avec plaisir. Finalement, c'était pas si terrible de faire ce podcast. Parce que oui, elle est un petit peu aussi anxieuse, donc c'est un beau travail, tu vois, elle sait de quoi elle parle.
Où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, vous pouvez me trouver dans mes livres. Alors, c'est quoi tes J'en livres ? ai publié quelques-uns, donc ils sont disponibles à la FNAC ou dans des librairies indépendantes. Donc, le dernier en date, c'est ma Bible pour soulager l'anxiété. Voilà, c'est pas mal, ça porte bien son nom. J'ai essayé de dresser un panorama très complet et le plus honnête possible de l'anxiété, de ses causes et de ses solutions possibles. Vous pouvez aussi me trouver sur Paris pour me consulter en cas de besoin. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup.